tous et à toutes. On dit souvent que pour traiter de sujets importants, il faut se lever tôt. Donc je remercie toutes celles et ceux qui sont présents avec nous quasiment aux aurores pour cette conférence débat portant sur le sujet du pluralisme dans l'enseignement en économie, un mot qu'on entend de plus en plus, et qui renvoie à l'idée que la discipline économie devrait aller au-delà des approches les plus communes et multiplier points de vue, méthodes, d'aucuns diraient paradigme. À l'heure où la crise actuelle questionne notre compréhension de l'inflation et où la crise écologique pousse les économistes dans leur retranchement, cette discussion me semble arriver à point nommé. Avec moi, 4 intervenants de choix pour traiter cette question. Monsieur Nicolas Hébert, qui va d'abord traiter des effets de l'enseignement en économie sur les élèves eux-mêmes. À sa gauche, monsieur Julien Alac, qui interroge le pluralisme à l'aune de la crise écologique. Ensuite, Madame Florence Giannicatrice, suivie de Monsieur Arthur Jattot, qui vont tous deux nous offrir un panorama de l'état du pluralisme dans l'enseignement de l'économie à l'université en France. Je suis moi-même Louis Domas, je suis membre du comité de rédaction de la revue Relire Croisé sur l'économie et doctorant accessoirement, et je modérerai cette conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par SMS à un numéro qui était affiché il y a peu et que je n'ai pas noté. Oui. Alors, je vous invite à le noter. Voilà, le 07 67 77 62 22. Les questions atterriront sur la tablette en face de moi et je les poserai à notre panel quand le moment sera venu. Mais nous allons d'abord commencer par une succession de présentations d'une dizaine de minutes chacune pour poser un peu les bases de la discussion. Nous commencerons par Monsieur Nicolas Hébert. Monsieur Hébert, vous êtes professeur d'économie à l'EEP de Strasbourg et membre du laboratoire de recherche en gestion économie, spécialiste de théorie des jeux et d'économie comportementale. Vous avez notamment publié une récente revue de littérature sur la question de l'endoctrinement des étudiants par la science économique. The floor is yours. Merci beaucoup Louis, merci à tous et à toutes d'être là ce matin. Merci pour l'invitation à ces journées de l'économie. Et donc c'est moi qui ai la lourde tâche de démarrer sur cette table ronde consacrée au pluralisme dans l'enseignement de l'économie. Alors je dois dire que je suis très heureux d'être là et puis en même temps très impatient parce que j'ai, pour tout vous dire, pas les idées très claires sur la question qui est, de mon point de vue, extrêmement complexe. Et donc j'attends de nos échanges d'avoir au final des idées plus au clair sur cette question-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que, comme je n'ai pas les idées très claires, je ne vais pas pouvoir faire une espèce de présentation un peu synthétique qui serait le fruit de ma réflexion globale sur le thème. Donc en accord avec les organisateurs, je vais me focaliser sur un tout petit aspect qui a sans doute un lien avec le thème. Et donc je vais prendre finalement cette problématique d'un point de vue d'une manière un peu détournée, en vous présentant très rapidement une littérature un peu particulière, qui est une littérature qui vient de l'économie expérimentale, et qui s'intéresse au comportement ou à la spécificité des comportements des étudiants en économie quand on les compare aux étudiants des autres disciplines. D'où le titre que vous avez... Ah ben non, vous n'avez pas là... Il va bientôt arriver. D'où le titre de ma petite intervention qui est « Les étudiants en économie sont-ils endoctrinés ?» puisque c'est un terme qui a été utilisé à un moment donné... dans cette littérature-là, l'idée d'un endoctrinement, c'est-à-dire l'idée que les étudiants en économie, de par ce qu'ils apprennent, etc., auraient des comportements, des valeurs, des attitudes un peu particulières, un peu spécifiques. Et donc c'est ça que je veux vous montrer pour peut-être déboucher effectivement sur quelques pistes de réflexion concernant le pluralisme dans l'enseignement de l'économie. Ça y est, donc on y est, donc je peux... ça marche. Ça marche presque. Voilà. Alors évidemment, en 10 minutes, même plus maintenant, je n'ai pas le temps de développer ce thème qui est en fait très large. Il y a une littérature foisonnante sur ces choses-là. Et donc je renvoie les personnes intéressées
à l'article que j'ai publié l'an dernier dans la revue d'économie politique et qui était intitulé précisément « Les étudiants en économie sont-ils endoctrinés? Bilan et perspective » et dans lequel il y a pas mal de développement, évidemment, puisque je n'ai pas le temps, lors de cette petite présentation préliminaire. Alors, je démarrerai par une citation. J'en ai choisi une parmi tant d'autres, mais celle-là, elle me paraît assez emblématique parce que Ariel Rubinstein, certains d'entre vous le connaissent, c'est un immense microéconomiste, un éminent théoricien des jeux, fer de lance de la microéconomie mainstream, etc. Et en 2006, dans un article où il réfléchit sur son métier d'économiste, il dit et il écrit ceci, voilà, moi j'enseigne la microéconomie et quelque part je suis une partie de cette machine que je suspecte influencer les étudiants à penser d'une manière d'ailleurs que je n'apprécie pas forcément moi-même. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de s'interroger globalement sur cette affaire-là, c'est-à-dire quel est l'impact véritable de l'enseignement de l'économie, en tout cas tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, notamment dans les cursus universitaires, sur les comportements, mais aussi plus globalement sur les valeurs, sur les attitudes, sur les croyances, c'est-à-dire quelque part sur la vision du monde que peuvent avoir nos étudiants, enfin les étudiants en économie. Alors c'est une question qui est très ancienne aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux que ça intéresse, encore une fois, vous avez l'article de la revue d'économie politique. Je vous montre juste, si ça fonctionne, voilà. En fait, les choses démarrent. Si j'ai regardé un petit peu attentivement ce qui s'est fait dans la littérature très très mainstream. Et le premier article publié, il a 40 ans maintenant. Il date de 1981 et vous avez deux sociologues américains qui s'appellent Marwell et Ames et qui, en 1981, publient un article sur la question de la provision des biens publics avec une approche expérimentale dans un jeu où il s'agit de regarder si les sujets contribuent ou pas à une cagnotte commune bénéficiant à l'ensemble de la communauté. Donc c'est ce qu'on appelle le jeu du bien public en économie expérimentale, mais il ne s'agit pas ici de rentrer dans les détails. Et dans quelques-unes de leurs sessions, ils observent un truc qu'ils trouvent amusant. C'est bizarre, vraiment les étudiants en économie se comportent très différemment des autres étudiants. Et plus précisément, ils contribuent nettement moins au bien public, donc il ferait plus le passager clandestin, dirait l'économiste, que les étudiants des autres disciplines. Je vous ai donné là le chiffre, c'est-à-dire qu'on a quand même des différences qui sont tout à fait importantes. Et donc les deux auteurs en concluent avec un titre un petit peu amusant ou punchy, de dire finalement les économistes font le passager clandestin, mais peut-être pas les autres, et en tout cas pas les autres étudiants. Alors, cette étude-là, elle est généralement citée comme étant la toute première à avoir regardé ça. Ensuite, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que dans les années 90, le sujet revient vraiment de manière importante parce qu'il y a une revue qui a une grande audience auprès des économistes américains, qui s'appelle le Journal of Economic Perspectives, et qui va publier en 1993 un article, effectivement, qui pose une question et qui la pose de manière frontale avec le titre que vous voyez ici, c'est-à-dire est-ce que étudier l'économie inhibe la coopération? Vous voyez un petit peu les enjeux, c'est quand même pas anodin. Et cette équipe, composée donc d'un économiste, Robert Frank, et puis de deux psychologues, sociologues, vont répondre oui. Alors sur la base de plusieurs méthodes, c'est-à-dire qu'ils vont regarder par exemple sur des données de sondage la contribution des enseignants en économie dans les autres matières auprès des œuvres caritatives, mais aussi un sondage sur l'honnêteté et aussi de l'expérimentation avec un dilemme du prisonnier. Enfin bref, et dans toutes ces configurations-là, il semble bien que les économistes aient un comportement spécifique, plus égoïste, et donc ils répondent oui à cette question-là. Alors derrière, il y a un échange. 3 ans après, il y a une réponse dans la même revue où une équipe d'économistes américains disent « mais non, mais en fait…
Il ne faut pas regarder exactement comment ils jouent des petits jeux abstraits de laboratoire ou ce qu'ils disent dans des sondages. Il faut regarder ce qu'ils font. Et quand on regarde ce qu'ils font, ce n'est pas si clair que ça qu'il y a des différences. Je ne rentre évidemment pas dans les détails. Réplique de Frank Gilovich et Reagan, ils n'en démordent pas. Si, étudier l'économie, ça rend mauvais. Donc ça fabrique des mauvais citoyens et donc vous voyez évidemment l'enjeu qui apparaît. Donc si je résume, effectivement on a quand même derrière alors, des montagnes de recherche à la fois expérimentales sur données de sondage, etc., qui montrent que les étudiants en économie auraient des comportements plus égoïstes, moins généreux, et affiche des valeurs plus individualistes, plus matérialistes, etc. Enfin, on va dans ce sens-là. Alors évidemment, il y a deux effets possibles. Le premier effet, c'est ce qu'on a appelé l'effet d'endoctrinement, qui est finalement un effet d'apprentissage. Autrement dit, les étudiants en économie, compte tenu de ce qu'ils apprennent, et notamment de l'exposition à ce fameux modèle de rationalité égoïste incarné par l'homo economicus, apprennent à se comporter comme ça ou deviennent comme ça. Et donc, je résume peut-être les choses en disant que, effectivement, l'économie rend méchant, ou étudier l'économie modifie en quelque sorte les comportements dans ce sens-là. Et donc on a l'idée que l'exposition au modèle de l'homo economicus influence les étudiants dans ce sens-là. L'autre possibilité, c'est un effet de sélection, c'est de dire c'est parce que finalement j'ai cette vision du monde que j'ai choisi l'économie. Et donc, c'est ce qu'on appellerait le biais de sélection. Alors, les résultats, il y en a toute une panoplie dans la littérature. Certains vont plutôt en faveur de l'effet d'endoctrinement, d'autres vont en faveur de la combinaison des deux effets. Je ne développe pas ici. Alors, quelles sont les implications, et c'est mon dernier slide parce que je vois que je suis déjà pris par le temps, en matière d'enseignement? D'abord, dans la littérature, il y a quelques résultats assez spectaculaires qui montrent qu'on peut rectifier le tir, si je puis dire. Je vais vite et je caricature un petit peu. Par exemple, on a des collègues qui ont regardé dans des cursus un peu standards d'économie ou d'école ou de business school américaine, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des modules un peu spécifiques, par exemple des modules d'éthique des affaires, d'éthique du business, etc. Et avec des protocoles expérimentaux, on voit que ça rectifie un peu le tir et qu'on a effectivement des comportements plus prosociaux ou moins égoïstes qui vont apparaître. On a d'autres éléments qui montrent que globalement, quand les cursus sont plus diversifiés, on a moins les biais de comportementaux dont j'ai parlé dans mon intervention. Et enfin, par rapport à notre problématique et au contenu des programmes, etc., moi, dans l'article, alors là, je suis vraiment, c'est minimaliste ce que je propose, et je reste, j'allais dire, dans ma zone de confort, qui est l'économie comportementale, expérimentale, etc. Je dirais qu'à minima, on peut systématiquement montrer et mettre en exergue les aspects empiriques par rapport aux constructions théoriques. Et donc pour ça, par exemple, par l'économie comportementale, avec des thèmes comme la rationalité limitée, le rôle des motivations sociales, etc., des choses qui viennent de fait limiter ou en tout cas donner une vraie... vrai décalage avec certains résultats théoriques. Imaginez peut-être des cursus plus pluridisciplinaires, on va en parler sans doute dans ce qui va suivre, et donc finalement aller vers une forme de pluralisme dans l'enseignement de l'économie. En tout cas, c'est ce que je propose comme ouverture au débat. Voilà, j'ai déjà dépassé, je crois, un petit peu, et donc je passe la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur Hébert. Donc, la parole ira ensuite à Madame Janicatrice. Je crois que vous n'avez pas de slide, donc j'inviterai la régie peut-être à remettre le numéro de téléphone pour les questions pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Merci beaucoup. Je vous explique la règle du jeu. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Je les recevrai sur la tablette et les poserai aux panélistes. Mais nous passons à la présentation. Madame Janicatrice, vous êtes professeure des universités à l'Université de Lille, chercheuse au CLERC, le Centre lillois d'études et de recherche en sciences économiques. Vous êtes notamment connue pour vos travaux sur les indicateurs de richesse et l'économie politique des indicateurs macro.
Vous menez en ce moment un travail conjoint avec Arthur Jatteau sur le contenu des cursus en économie à l'université, et je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais juste faire un tout petit correctif. Le laboratoire auquel j'appartiens, c'est le CLERC, le Centre lillois d'études et de recherche, non pas de sciences économiques, mais de sociologie et d'économie. Et la différence est notable, puisque c'est donc le dialogue interdisciplinaire qui est promu dans ce laboratoire. Et il n'y en a plus beaucoup en France, des laboratoires qui promeuvent le dialogue interdisciplinaire entre l'économie et les autres sciences sociales. Ceci étant dit, voilà, je vais effectivement essayer de réfléchir à la question du pluralisme sous l'angle peut-être des institutions qui le promeuvent ou au contraire qui l'empêchent. Et mon point de départ va être la crise de 2009. C'est devenu assez courant maintenant de l'évoquer sous cet angle-là. En 2009, finalement, une partie des économistes, certainement minoritaires quantitativement, mais qui se sont organisés en associations professionnelles, ont identifié que parmi les éléments liés à la crise économique pouvaient être non seulement, voilà, il y avait des effets un peu de l'économie financière, mais il y avait aussi l'idée que la crise économique était aussi une crise de la pensée économique, hein, une crise finalement de la science économique en tant que discipline. Et au fond, ils insistaient sur le fait que l'économie dominante, mainstream, comme il a été dit par Nicolas Hébert, ou disons standard, et j'y reviendrai après, eh bien, était dans l'incapacité de penser déjà les crises, puisque la plupart des économistes standards sont plutôt des équilibristes, disons, et puis et que donc la crise du capitalisme financiarisé avait été assez peu envisagée, voire pas du tout anticipée, mais que finalement ils insistaient sur le fait qu'il était difficile par l'économie standard de penser les économies territorialisées, de penser l'économie du tertiaire, ou de penser encore l'économie écologique, comme il sera évoqué tout à l'heure par mon collègue Julien Alac. Cette difficulté, elle est sans doute liée aussi à une impossibilité dans le système tel qu'il est de développer des pensées critiques et réflexives, et je vais y revenir. Et donc, comme vous le savez, à la question de feu la reine d'Angleterre, comment se fait-il que personne n'ait rien vu, hein, c'est une question devenue maintenant célèbre, face à cette crise financière de 2008, il y a eu un certain nombre de contestations, d'ailleurs portées en partie par des étudiants, ce qui est quand même assez intéressant. Ça montre aussi une sorte d'insatisfaction de certains d'entre eux à l'égard de l'enseignement. Et voilà, certains étudiants ont conduit à la création de diverses organisations. Alors je vais en citer une ou deux parce qu'il me semble qu'elles insistent toutes sur le manque de pluralisme, en particulier PEPS, pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie, et puis un mouvement international, ISIP, International Student Initiative for Pluralism in Economics, ou encore Rethinking Economics, je pense, dont Julien parlera tout à l'heure. Donc au fond l'idée sous-jacente de ce qui s'est passé en 2009, c'est que peut-être pour partie, évidemment pas tout, mais une condition nécessaire pour penser les crises est celui du retour au pluralisme. Alors comment comprendre le manque de pluralisme aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et dans la recherche et dans le monde des économistes professionnels? Eh bien, pour le comprendre, je pense qu'il faut revenir sur la profession et son organisation, c'est-à-dire revenir sur les conditions institutionnelles et sociopolitiques de la construction de ce qu'est être économiste aujourd'hui. Donc la profession et son organisation, dans lequel il faudrait y ajouter les ressources dont elle dispose, les effets symboliques d'autorité qu'elle peut parfois exercer, les dispositifs qui rendent possible ou non à la fois une réflexivité, un pluralisme, un esprit critique, et puis le régime des idées qui permettent ou qui disqualifient tel ou tel courant de pensée. Au fond, ce qu'il faudrait faire, c'est adopter une sorte d'analyse institutionnaliste historique de ces grandes transformations pour réfléchir de manière sérieuse à ces questions. Je n'aurai pas le temps, dans les 10 minutes qui me sont imparties, de le faire, mais je vais quand même en 3 temps essayer de dire des choses un peu basiques, au risque d'être un petit peu caricatural, et nous y reviendrons pour nuancer un peu les propos, si vous le souhaitez, dans le cours de la discussion. Donc je vais le faire en 3 temps très courts. D'abord, les courants de pensée sont multiples, quand même. Il n'y a pas un seul courant, même si un domine. Dans les faits, un domine superbement, et je voudrais donner quelques éléments des conditions sociopolitiques et institutionnelles de cette domination.
Et puis je terminerai simplement en anticipant une question peut-être de notre modérateur sur qu'est-ce que c'est que le pluralisme au fond, et qu'est-ce que ça signifie le pluralisme. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une personne qui est pluraliste en tant que telle, mais c'est un écosystème qui permet le pluralisme. Alors premièrement, les courants de pensée sont multiples, je vais être un peu basique, pardon, mais d'un côté vous avez un courant standard, quantitativiste, équilibriste, néoclassique. Par exemple, Bernard Guénery affirmait encore en 2001 que mathématisation, rationalité et autonomisation de la science économique par rapport aux autres sciences sociales sont, je le cite, les 3 mamelles de notre différence disciplinaire à cultiver et à entretenir. Et donc, évidemment, ça laisse peu de place à déborder de ce périmètre de la mathématisation, de la rationalité qui a été abordée par Nicolas tout à l'heure, et de l'autonomisation de la science économique par rapport aux autres sciences sociales. Et le problème central de la théorie néoclassique, me semble-t-il, c'est quand même son caractère désincarné, hors sol, avec une axiomatique qui prend des positions assez discutables sur l'anthropologie humaine, sur le profil un peu des individus. Ça a été tellement bien présenté tout à l'heure que je n'y reviens pas. Le problème des modèles équilibristes, quant à eux, c'est que finalement, ils sont dans l'incapacité de penser les déséquilibres structurels du capitalisme, puisque finalement, les chocs sont toujours externes et il est simplement penser de remettre le système à l'équilibre. Et donc voilà pour un peu le courant standard. Alors évidemment, ce courant standard a été étendu à d'autres perspectives qui lèvent en partie certaines des hypothèses. Depuis très longtemps, on sait que les asymétries d'information bousculent un peu les modèles ou encore les coûts de coordination, etc. Mais ils ne se débarrassent jamais de l'essentiel, c'est-à-dire la société vue comme somme d'individus et des individus rationnels situés hors du temps historique et de tout ancrage social. On pourrait évoquer en troisième temps, dans la multiplicité des courants de pensée, le tournant expérimental, mais me semble-t-il qu'il n'est pas totalement débarrassé lui-même du cadre, disons, de la théorie des incitations, comme je l'ai souvent évoqué à propos des expérimentations aléatoires contrôlées. Et puis, il y a un dernier courant qui est peut-être moins visible, en tout cas qui est moins connu, en tout cas des étudiants, et qui est ce qu'on pourrait appeler le courant de l'économie politique institutionnaliste, qui combine à la fois, enfin qui regroupe à la fois l'économie politique des classiques, mais qui va aussi jusqu'à Marx, au post-keynésien, à la théorie de la régulation, à l'économie des conventions ou à ce mouvement un peu éclectique des socio-économistes. Et au fond, les économistes politiques institutionnalistes, ils cherchent d'abord à comprendre, et donc c'est une économie compréhensif, c'est une science compréhensive d'abord, à comprendre les processus de production et de répartition des ressources. C'est une approche qui s'inscrit explicitement dans les sciences sociales et qui prétend pas du tout à une explication systématique ou qui prétend pas du tout à avoir des vérités universelles qui s'imposeraient à toutes les sociétés et à toute l'histoire. Et le dernier point et la caractéristique de l'économie politique institutionnaliste, c'est que pour les économistes de ce courant-là, eh bien, l'économie est toujours et d'abord politique, et donc elle prend au sérieux le fait que l'espace politique du débat demeure essentiel, loin de la possibilité donc d'une autonomisation de la science économique. Donc plusieurs courants, et j'en viens à mon deuxième point, donc, mais dans les faits, un seul qui domine assez superbement. Je vais donner quelques chiffres que nous avons collectés récemment. Le recrutement des professeurs d'économie, qui ne se situe pas dans le champ standard, n'a jamais été aussi faible. Nous avons estimé qu'il représentait 4%, je dis bien 4%, de l'ensemble des recrutements des professeurs depuis 2017-2018. Et disons que sur la période 2005-2018, c'était environ 12 à 13%. Donc c'était 3 fois plus, même si c'était évidemment déjà très faible. Et 4%, ça signifie évidemment une part totalement marginale et à terme l'extinction, hein, le terme n'est pas, je pense, excessif, de la pluralité dans la recherche et dans l'enseignement en économie. Et il me semble que c'est une question d'intérêt général aussi qui dépasse amplement le corporatisme, qui engage la démocratie, de savoir si dans nos sociétés et dans l'académisme, on accepte ou pas la confrontation entre différentes écoles de pensée avec des positions sur l'anthropologie humaine, sur le rapport aux politiques qui sont évidemment, et sur le rapport aux autres sciences sociales qui sont évidemment très très différentes. Alors pourquoi aussi peu de profs recrutés? Pourquoi? C'est quoi les conditions institutionnelles? Eh bien, nous avons
depuis déjà une quinzaine d'années, identifié un certain nombre de verrous. Certains ont été partiellement levés. Je pense par exemple à l'agrégation du supérieur ou bien même au fonctionnement du Conseil national des universités, le CNU. Puis l'agrégation du supérieur, je passe, j'y reviendrai si vous le souhaitez dans la discussion, est suspendue. Et donc, il n'y a plus la possibilité finalement d'avoir un rapport de domination immense par cooptation du recrutement des enseignants du supérieur, en tout cas professeurs. Et quant au CNU, il y a un processus de qualification pour devenir maître de conférence ou pour devenir professeur et qui, jusqu'ici, donnait largement la priorité aux économistes standards, même si la qualification pour devenir professeur aujourd'hui a été levé comme l'agrégation du supérieur. Il y a quand même toujours un verrou énorme qui perdure, c'est le verrou des revues. C'est-à-dire que pour être un candidat très sérieux au poste de professeur ou même de maître de conférence d'ailleurs, il faut avoir publié dans ce que l'on appelle des bonnes revues. Et les bonnes revues sont des revues classées et qui sont évidemment toutes fermées à toute pensée qui n'est pas standard, qu'elle soit standard ou standard élargi. Et évidemment, je ne vais pas faire un long compte, mais il y a là une lutte de classement absolument superbe entre les différentes possibilités et légitimités de pouvoir publier dans des revues ou de faire admettre un certain nombre de revues que nous considérons hétérodoxes ou institutionnalistes comme des bonnes revues dans le champ des revues haut placées. Alors ce manque de pluralisme des paradigmes est particulièrement ennuyeux parce que pour qu'il y ait des économistes institutionnalistes, il faut aussi des formations offertes qui le permettent. Et donc j'en viens à mon dernier point. Plaider pour le pluralisme, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, le pluralisme, ce n'est pas une personne qui peut l'incarner, ce n'est pas un intellectuel qui peut l'incarner seul. Je pense que le pluralisme, c'est un écosystème, comme je le disais tout à l'heure, qui permet en particulier des conditions de possibilité de recrutement d'une grande variété d'enseignants-chercheurs. Et on peut considérer qu'il y a pluralisme si 5 conditions sont réunies. Je terminerai par ça. Première de ces conditions, c'est la possibilité de cohabitation équilibrée de plusieurs courants de pensée. Pluralisme des paradigmes, pluralisme des courants théoriques, la possibilité qu'il puisse y avoir de la théorie standard étendue, de l'économie expérimentale comportementale et de l'économie institutionnaliste. Deuxième condition, s'il y a possibilité d'avoir une pluralité des thématiques, qu'il y ait légitimité de travailler sur de la socio-économie du développement durable, travailler sur les questions de justice sociale, sur les questions d'économie solidaire, sur les questions de la territorialité ou encore la légitimité de l'objet revenu universel. Je pourrais vous donner des anecdotes au CNU sur la disqualification des travaux qui portaient sur le revenu universel, par exemple. Troisième condition, pluralisme si il y a un dialogue disciplinaire possible, et en particulier un dialogue avec les autres sciences sociales, mais un dialogue à égalité avec les autres sciences sociales. Il ne s'agit pas de faire, par exemple, de la sociologie une science ancillaire de l'économie pour lui permettre éventuellement de lui apporter un peu sur un plateau quelques-uns des éléments empiriques qui manquent à la théorie, mais simplement de travailler d'égal à égal avec éventuellement les mêmes méthodes. Et j'en viens à ma quatrième condition, il y a pluralisme si et seulement si il y a possibilité, légitimité de pouvoir travailler avec différentes méthodes des sciences sociales, donc des méthodes reconnues parmi les autres sciences sociales, et donc bien sûr du quantitatif, évidemment, mais aussi des méthodes qualitatives. Et puis mon dernier point, et je terminerai là-dessus, il y a pluralisme si et seulement si il y a possibilité à la fois de tenir des propos réflexifs et de tenir des propos critiques à l'égard de la science dans laquelle on est enchâssé. Et je vais terminer sur une citation moi aussi. Il s'avère qu'il y a un auteur qui s'appelle Robert Salé qui vient de publier, enfin plutôt un livre a été publié en son honneur, il vient de paraître aux éditions du Septentrion. Et dans la postface de l'ouvrage en son honneur, il explique, son ouvrage porte sur l'économie et la réflexivité, il explique qu'une économie réflexive serait une économie qui regarderait d'abord derrière soi, qui enquêterait sur les dégâts qu'elle inflige au monde. Ainsi informée, elle se projetterait ensuite vers l'avenir et poursuivrait son développement de manière à réduire son empreinte écologique et humaine passée. Elle mettrait en son centre la délibération démocratique entre les acteurs sur l'évaluation de cette empreinte et sur les solutions à engager.
évidemment, vu de l'intérieur, on est encore loin de cette manière de pratiquer la réflexivité dans la discipline de l'économie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Génicatrice. Nous enchaînons avec Monsieur Jattot. Monsieur Jattot, vous êtes également au Clercé, je ne m'aventurerai plus à essayer de dire l'appellation, à l'Université de Lille en tant que maître de conférence. Et vous avez notamment publié sur la critique des expériences randomisées, qui a été l'objet, je crois, de votre thèse. Vous vous intéressez maintenant au contenu des cursus en économie et vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés. Je vous laisse la parole. Et je vous remercie. Est-ce que c'est possible de mettre le diapo La régie. En régie. J'ai prévu des jolis graphiques et tout, donc je compte dessus. Super. Ah, formidable. Alors nous, on l'a. Bientôt, vous l'aurez. Super, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous présenter une cartographie des licences d'économie-gestion dans les universités françaises. C'est moi qui vais la présenter, mais je ne suis pas seul à avoir fait ce travail. C'est pour ça que je nomme tous les collègues, dont Florence Génicatrice à ma droite, qui ont participé à cette aventure. Donc l'idée est de cartographier l'espace des licences d'économie-gestion dans les universités publiques, il faudrait le préciser, c'est l'immense majorité des universités, mais donc de cartographier les licences d'économie-gestion dans les universités publiques françaises. C'est un travail collectif, quantitatif. On a construit une base de données à partir de tous les cours des licences d'économie-gestion données en France. Je vais donner des chiffres dans un instant en partant de l'année universitaire 2020-2021. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement actuel. Alors l'idée, elle est double. Déjà, c'est d'objectiver la nature de l'enseignement de l'économie à l'université. On a tous des impressions en fonction des études qu'on fait, des cours qu'on donne, etc. Mais là, l'idée est d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu objectivé, à défaut d'être pleinement objectif, et de s'interroger sur le pluralisme dans les licences d'économie-gestion. Alors, la méthodologie, elle est simple. On a recensé tous les intitulés de cours des licences d'économie-gestion, en allant voir sur tous les sites web, en récupérant toutes les maquettes, et on a pris en compte ce qu'on appelle les ECTS, c'est des crédits, des équivalents de coefficients attribués à chaque cours, étant entendu que chaque ECTS est une approximation du poids, de l'importance qu'on accorde à chaque matière. On a aussi pris en compte les cours optionnels, les parcours, on a mis des coefficients pour tout ça, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus juste possible. Et on est arrivé donc à environ 6500 intitulés de cours issus des 53 licences d'économie-gestion, c'est-à-dire la quasi-totalité des licences d'économie-gestion dans les universités publiques. On a exclu les parcours qui étaient exclusivement gestion, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était essentiellement l'enseignement de l'économie, donc dans les licences d'éco-gestion. Et quand il y avait des parcours, à partir notamment de la deuxième et la troisième année, qui étaient exclusivement gestion, on les a mis de côté. Alors, on a évidemment catégorisé ça, 6500 intitulés de cours, il faut bien en faire des catégories. Donc, on a fait un jeu à plusieurs niveaux, dont je vais détailler maintenant les résultats. Alors, les résultats les plus généraux sont ceux-là. Donc, on voit qu'il y a en gros 5 blocs un peu inégaux. Le bloc le plus important qui compte pour un quart, vous avez sur l'axe des ordonnées le poids en pourcentage des crédits, c'est l'analyse économique, tout ce qui est microéconomie, macroéconomie. Ensuite, le deuxième grand bloc, c'est les cours quantitatifs, maths, stats, etc. Je détaillerai ensuite chacun des résultats. Viennent ensuite tout ce qui est outils, type langue, méthode universitaire. Puis en jaune, vous avez la gestion, qui a un poids important et croissant, d'après les données qu'on a sur les dernières années. Et puis ensuite, vous avez des regroupements de cours qui sont moins importants, comme l'économie thématique, tout ce qui est éco du travail, éco international, éco de l'environnement, etc. C'est une partie de l'économie qui porte sur un objet particulier. Les cours d'ouverture, qui pèsent pour environ 5% des cours, des crédits dans les licences d'économie-gestion en France, les cours d'ouverture aux autres sciences humaines et sociales, et ensuite les cours qu'on appelle les cours réflexifs, c'est-à-dire qui permettent d'avoir un regard sur sa discipline, comme l'histoire de la pensée économique, l'épistémologie, ce genre de choses. Je vais détailler ces différents résultats, mais
Je trouve que la citation sur laquelle Florence a fini éclaire vraiment ces résultats-là, où on voit le poids très faible des cours réflexifs, le poids aussi également très faible des cours d'ouverture aux autres sciences humaines et sociales, alors que le poids des cours quantitatifs comme les cours de maths ou les cours de stats sont assez importants. Alors, j'avais prévu de préciser un peu les choses, de vous montrer un peu des évolutions par semestre, mais c'est plus pour vous montrer la richesse et la précision des résultats que l'on a, puisqu'on est sur une base de données qui est exhaustive, c'est-à-dire qu'on a pris tous les cours des licences d'éco-gestion dans les universités publiques, mais je vais en venir là aux résultats plus détaillés. Alors, pour commencer par l'analyse économique elle-même, la macroéconomie, c'est environ un cours sur 10, et la microéconomie, c'est à peu près un tout petit peu moins du même point, ce qui donne une place tout à fait prépondérante à une vision particulière de l'économie au sens de la science économique, mais aussi de l'activité économique, étant entendu que la microéconomie, c'est une forme d'application d'une certaine vision théorique de l'économie qu'on pourrait appeler théorie néoclassique, là où tout ce qui est comptabilité nationale, macroéconomie keynésienne ou post-keynésienne, c'est environ 20 fois moins, c'est 0,6% de tous les ECTS. Alors, si on regarde les cours proprement réflexifs, ils comptent pour environ 4% des crédits dans les licences d'économie-gestion, pour un maximum de 12%. Il y en a surtout en première année, puis après ça décline, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait penser qu'à mesure qu'on avance dans sa formation à l'économie, avoir un certain recul vis-à-vis de cette économie serait bénéfique. L'épistémologie n'est quasiment pas enseignée dans les licences d'économie-gestion en France, c'est 0,04% des ECTS. La socio-économie de la quantification, qui permet d'avoir un certain recul sur l'utilisation, la production de chiffres, est quasiment absente également des cursus d'économie. Alors, un mot sur les méthodes. Alors déjà, les méthodes de manière générale. Les méthodes qualitatives sont absentes quasi totalement des licences d'économie-gestion, comme si les seules méthodes des économistes étaient des méthodes quantitatives. Je rappelle qu'on peut utiliser l'observation, on peut utiliser l'entretien en économie, on peut aussi utiliser les archives. Thomas Piketty l'a fait dès ses premiers travaux, par exemple. Si on s'intéresse, mais ces méthodes qualitatives sont quasiment absentes. Si on s'intéresse aux méthodes quantitatives, on voit qu'elles ont un poids très important, avec un minimum de 8,5% des cours et dans certaines universités, un tiers des cours. Je ne détaillerai pas les résultats par université ici parce que je n'ai pas le temps, mais ce serait également intéressant. Et si on regarde quelles méthodes quantitatives sont enseignées, c'est essentiellement, majoritairement du moins, c'est les maths et l'économétrie. Tout ce qui est statistique ou analyse de données, c'est minoritaire parmi les méthodes quantitatives, dont il ne s'agit pas de dire qu'elles ne sont pas utiles, elles le sont bien évidemment dans la mesure où elles sont appliquées aux questions économiques et sociales. Et malheureusement, on s'aperçoit que bien souvent, les cours de mathématiques, et c'est ce qui peut déconcerter les étudiants, sont déconnectés des questions économiques et sociales et ne font pas toujours sens pour les étudiants. Si on regarde les cours d'économie thématiques, les cours d'économie qui portent sur des thèmes, c'est environ un cours sur 10, ce qui est un score honorable, et puis ça augmente au fur et à mesure de la licence, ce qui s'explique par une volonté de spécialisation au fur et à mesure des années. Alors, de manière intéressante, on voit que les thèmes les plus importants, le thème le plus important, c'est l'économie internationale, de manière très claire, et l'économie des organisations. Et si l'on s'intéresse au fait que l'économie, les licences d'économie doivent être en lien avec le réel, du moins c'est ce qu'on pense, doivent être à même d'éclairer le réel, on ne peut être que surpris de constater que l'économie de l'environnement, c'est 5% des cours d'économie thématique, c'est beaucoup moins, c'est 4 fois moins en proportion que l'économie internationale, ce qui en dit sans doute long sur l'inertie qui existe dans les licences d'économie quant à la prise en compte des enjeux réels, et l'économie des inégalités, c'est extrêmement réduit, c'est un cours sur 100 un peu moins d'un cours sur 100 parmi tous les cours d'économie thématique. Si j'en viens aux ouvertures aux autres disciplines et plus particulièrement aux autres sciences humaines et sociales, c'est assez réduit, c'est un cours, quand je dis un cours, c'est un crédit sur 20 en moyenne, avec
de manière symptomatique, je dirais une ouverture disciplinaire qui décroît au fur et à mesure de la licence. Au début, on est autour de 10%, puis on décroît pour atteindre moins de 3%. Comme si, à mesure qu'on avançait dans les études d'économie, il y avait besoin plus que de l'économie pour comprendre le monde économique et social. Or, on peut légitimement penser que l'économie à elle seule n'est pas suffisante pour comprendre les problèmes économiques et sociaux et qu'il y a besoin de la sociologie, du droit, de l'histoire, de la géographie à différents niveaux pour comprendre les problèmes, les problèmes économiques et sociaux. Donc, en conclusion, quelques éléments déjà pour dire les enjeux qu'il y a à former, pas seulement bien sûr les économistes qui sont une minorité, dont les étudiants seront une minorité à devenir bien sûr des économistes, mais en tant que citoyennes et citoyens, l'enjeu de la formation à l'économie, l'enjeu des licences d'économie-gestion est particulièrement déterminant. On le voit, par exemple, quand j'ai évoqué les questions d'économie de l'environnement sur lesquelles Julien reviendra. Alors, évidemment aussi, là j'ai donné les résultats globalement. Si on regarde université par université, on peut voir une certaine diversité. On l'évoquera dans des travaux ultérieurs. Néanmoins, ça donne une image globale qui permet de saisir la relative absence, ou en tout cas la faiblesse des différents pluralismes tels que les a évoqués en partie Florence dans les licences d'économie-gestion. Déjà, sur le pluralisme théorique, la position que l'on tient est de dire qu'il faut qu'il y ait un pluralisme théorique, étant entendu qu'il n'y a pas une théorie qui ait montré sa supériorité heuristique ces dernières années, confère par exemple la crise de 2008. Or, on s'aperçoit en regardant les cours dans les licences d'économie qu'il y a une surreprésentation de la théorie néoclassique ou la théorie standard, peu importe comment on l'appelle finalement, notamment à travers le poids des cours de microéconomie. On peut parler également d'une certaine faiblesse du pluralisme théorique. J'ai dit qu'il n'y avait quasiment aucun cours de méthodologie qualitative dans les licences d'économie-gestion. Et à l'intérieur des méthodes quantitatives, il y a une domination très forte des cours de mathématiques au détriment des cours de statistiques. Si on regarde du côté de la diversité des approches conceptuelles, là aussi, on peut constater un certain pluralisme assez faible en matière de réflexivité, assez peu de cours d'histoire de la pensée, quasiment aucun cours d'épistémologie, et enfin une faible ouverture disciplinaire, comme j'ai eu l'occasion de le montrer. Et donc tout ça pour dire que cette absence de pluralisme nuit à la qualité de l'enseignement de l'économie dans les licences et nuit à la compréhension du monde économique et social que peuvent avoir les étudiantes et les étudiants en économie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Jattot. Nous allons donc maintenant passer à la dernière présentation de ce panel par Monsieur Julien Halach. Vous êtes chercheur à l'Institut Veblen pour les réformes économiques et animateur de la plateforme Rethinking Economics. Vous êtes plus spécifiquement intéressé par l'enjeu du pluralisme dans la science éco face aux défis écologiques, et je crois que vous allez nous parler de ça. Allô ? Bon, j'espère, oui, là je sens qu'on m'entend. Alors juste quelques éléments sur la présentation. Je travaille à l'Institut Veblen, qui est un think tank qui promeut les politiques économiques pour la transition écologique. On est ancré dans une vision de post-croissance. Donc je suis chargé de mission là-bas et je travaille sur la planification écologique, notamment qu'est-ce qu'on va faire des secteurs qui sont condamnés par la transition écologique, par exemple le raffinage de pétrole ou toute une partie de l'industrie automobile, et aussi la promotion de l'économie écologique, j'en parlerai juste après, dans l'enseignement supérieur, et aussi la promotion des outils intellectuels de l'économie écologique, même dans le débat public, pour qu'on puisse penser les questions écologiques avec des outils qui viennent de ce courant de pensée-là. Et c'est pour ça, juste, donc, je ne suis pas chercheur, on va laisser la recherche aux chercheurs qui travaillent à l'université. Et je parlerai aussi de Rethinking Economics, mais je n'en fais pas partie. Mais bref, je vous expliquerai ça un peu plus. Donc, est-ce que les gens qui suivent des cours d'économie dans le supérieur sont armés pour comprendre la crise écologique ?
La réponse, il y a pas mal d'études qui le montrent, et aussi c'est un discours qu'on entend souvent, c'est non ou du moins très peu. Et pourquoi la question est intéressante? On pourrait se dire, bon, c'est quand même un débat un peu niche, hein, l'enseignement de l'économie. Déjà parce que les licences d'économie pure ont quasiment disparu. On pourrait se demander pourquoi, c'est d'ailleurs, au profit de licences d'économie-gestion. Et il y a assez peu de gens qui vont faire de l'économie, en fait. Il y a assez peu d'économistes, de gens qui vont finir chercheurs en économie. Je dis finir comme si c'était... Bon, bref. Je n'ai rien dit. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'économie, on l'apprend quand on fait de la gestion, on l'apprend pour certains au lycée, on l'apprend dans plein de disciplines, on l'apprend en grandes écoles, en écoles de commerce. En fait, des tas de gens qui vont aller bon, déjà devenir des citoyens, mais aussi donc, être des décideurs, bon, pour beaucoup des cadres, des managers, et qui vont parfois aller dans la fonction publique, qui vont même briguer des mandats politiques, et ça marche assez bien quand on a fait des études d'économie. Et donc, quel est le cadre qui structure leur pensée? Je pense que c'est important de poser ce truc-là. On n'est pas seulement sur la recherche en économie, on est sur quels sont les concepts en fait, qui sont disséminés un peu partout dans la société pour penser la crise écologique. Donc il y a un grand suspense, parce que j'ai dit qu'on n'est pas armé pour comprendre la crise écologique, et il faut dire pourquoi. Déjà, c'est pas un enjeu qui est propre c'est un enjeu qui est propre aux supérieurs en général. De 2018 à 2019, le manifeste étudiant pour un réveil écologique a récupéré autour de 20 000 signatures en quelques semaines. Et ce manifeste, il rassemble des étudiants, bon, surtout issus de grandes écoles, qui ont un constat. On parle tout le temps de crise écologique, on dit que c'est l'urgence, mais on ne sait pas quoi faire. On n'a aucune idée de comment faire. Et en fait, c'est bien beau d'être engagé, de trouver que c'est très grave, de vouloir dédier sa vie à changer le monde, mais on n'a pas d'outils intellectuels pour proposer des solutions, pour changer notre boulot, peut-être l'entreprise dans laquelle on va travailler. Et c'est quelque chose, ce n'est plus possible en fait de faire ça. Et donc il se constatait un manque d'outils, aussi un manque de recul sur ce qu'on leur apprend. Et ce manifeste, il a participé aujourd'hui, disons, à la réflexion du groupe de travail présidé par Jean Jouzel sur l'intégration des enjeux du développement durable, bref, mais en tout cas les enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur, qui a donné naissance à un rapport disons, ce rapport a été remis à la ministre de l'Enseignement supérieur fin octobre. Et bon, ce qui est assez étonnant, on pourra d'ailleurs en discuter, c'est que la ministre a annoncé débloquer des moyens, incroyable, pour former tous les étudiants Bac+2 aux enjeux écologiques d'ici 2025. Donc, blague à part, c'est vraiment une avancée très intéressante. En tout cas, il y a l'annonce que sur budget du ministère, alors après, le diable est toujours dans les détails, hein, on va financer, disons, une montée en gamme de l'enseignement supérieur en général. Donc voilà, c'est un problème qui est propre à l'enseignement supérieur. Bon, l'économie n'est évidemment pas en reste. Il y a énormément disons justement, il y a déjà juste un réseau qui s'appelle Rethinking Economics, qui est composé d'étudiants et étudiantes en économie qui sont sur les 5 continents. C'est déjà quelque chose d'assez étonnant, avec des dizaines de groupes, dont un d'ailleurs qui vient de se monter à Strasbourg. Et n'hésitez pas à en monter un si vous êtes étudiant en économie. C'est une aventure super chouette, et c'est un réseau international qui peut soutenir justement la mise en place d'un groupe où en général ça consiste déjà à se retrouver, à parler d'économie, peut-être à organiser des groupes de lecture, des ateliers pour découvrir d'autres écoles de pensée. Et la simple existence déjà de ce réseau depuis presque maintenant 10 ans interroge, et Rethinking Economics Belgium avait fait passer notamment un sondage auprès de 600 étudiants entre 2016 et 2017 qui posait des questions, qui demandaient aux étudiants: est-ce que vous avez l'impression de mieux comprendre le monde grâce à l'enseignement de l'économie? Est-ce que vous avez envie de le changer? Et alors j'ai pris quelques chiffres comme ça. Hein. Il y a 57% des répondants qui pensent que les cours devraient être plus critiques, 66% qui voudraient une plus grande ouverture aux sciences sociales, 80% qui pensent que ça ne répond pas aux enjeux environnementaux, et 70%, parce qu'il y a la question, là justement c'est intéressant par rapport à la présentation de Nicolas Hébert, il y a la question aussi des valeurs qui sont transmises par l'enseignement de l'économie, 70% qui disent qu'il y a un biais en faveur d'une vision du monde où le marché est l'instrument le plus efficace pour allouer les ressources. Et il y a une différence entre étudier comment le marché alloue les ressources et d'intérioriser le fait que c'est le meilleur mécanisme d'allocation des ressources. On en vient, et donc ça amène un peu à la question. Donc, on apprend assez peu déjà. Quand on suit une formation en économie, on traite peu des questions environnementales, mais la vraie question, c'est aussi comment on en traite. Parce que souvent, on dit que les économistes ne s'intéressent pas à l'environnement. C'est pas si vrai. Bon, déjà, le questionnement est ancien, on connaît, mais aussi il y a de plus en plus d'économistes qui s'y intéressent. Alors même si bon, dans la recherche, il y avait une étude d'Oswald et Stern en 2019 qui ont pris un ensemble de revues un peu représentatives du champ mainstream en tout cas, et qui montraient que 0,07% des articles parlaient de climat. Mais
Mais disons, on pourrait dire en tout cas que c'est un enjeu qui devient de plus en plus important dans les formations. Mais comment on l'aborde? Souvent, l'économie, c'est un prétexte pour appliquer les outils de la théorie néoclassique. C'est un outil pour appliquer des modèles, souvent en microéconomie, en fait, et des modèles qui peuvent autant parler d'économie que de rien du tout, ou de toute autre chose. Et en fait, on a l'impression de faire de l'économie, mais de traiter des enjeux environnementaux, mais finalement, ce qu'on va faire, c'est appliquer des modèles qu'on apprenait déjà en microéconomie il y a 10 ans sans parler d'environnement et juste appeler, disons, mettre des variables qui ont trait à l'environnement. Mais on en apprend plus sur les modèles en eux-mêmes que sur l'environnement, ce qui est très bien, ça tombe bien, on est en économie. Mais donc on sait maîtriser ces modèles-là, mais le problème c'est que on les apprend pour eux-mêmes et puis on nous promet ensuite qu'éventuellement, si on fait un doctorat, on pourra s'en servir pour réfléchir un peu à des vraies problématiques concrètes. Et le problème, c'est que finalement, la plupart des gens ne suivent pas du tout cette voie-là et restent en fait avec des modèles très simplistes qu'ils ont fait tourner en 1 an, 2 ans de micro, qui vont ensuite intérioriser et ça va être ensuite des modes de réflexion qui vont appliquer en travaillant, en réfléchissant, s'intéressant à la politique sans aucun recul critique. Et ce que ça fait intérioriser notamment, c'est l'idée que déjà l'environnement est périphérique dans le champ économique en tant que sujet de recherche, mais aussi l'environnement est littéralement dans la pensée économique un monde à part. C'est-à-dire qu'il y a l'économie et il y a ensuite les limites physiques de la planète, et l'économie, elle est pensée hors des limites physiques de la planète, hors des questions biophysiques, de la limitation des ressources, de la limitation d'énergie. C'est ce qui explique que des économistes comme Nordhaus, qui a eu le prix de la Banque de Suède en économie, dit Nobel en 2018, quand il fait un modèle de macroéconomie du climat, déjà la question qui se pose, c'est quel est le réchauffement climatique optimal, donc c'est-à-dire il fait une balance entre les coûts à lutter contre le réchauffement climatique, les coûts économiques, et les bénéfices à lutter contre le réchauffement climatique, et il obtient 3,5 degrés. Et en fait, est-ce que Nordhaus est... Enfin, en fait, souvent on peut s'en moquer, on peut trouver ça un peu ridicule ou étonnant, mais ce que ça traduit vraiment, c'est juste que c'est pas tant que les économistes pensent qu'il faut vraiment réchauffer la planète à 4 degrés, c'est plus que l'application stricte des outils de l'économiste, sans parler à des biophysiciens, sans parler aux sciences naturelles et sans s'intéresser aussi aux sciences sociales, ça mène à ça en fait. Qu'on soit de bonne volonté ou non, qu'on soit engagé ou non, apprendre l'économie sans outils intellectuels pour s'ouvrir aux autres disciplines, pour savoir ce qu'on apprend, savoir que c'est une école de pensée qui vient pas de nulle part, qui est structurée par certains principes, ça mène à ce genre de travaux. Et même si des gens comme Nordhaus savent bien au fond que les résultats de son modèle ne sont pas réalistes, il dit oui, mais en tout cas, c'est ce que le modèle dit. Après, c'est une base de discussion et on peut trouver que c'est pas utile, mais c'est ce que le modèle dit. Et c'est cette espèce de schizophrénie dans laquelle vous êtes plongé quand vous êtes économiste, que vous avez une formation mainstream et que vous vous intéressez à l'environnement. Vous savez, vous lisez les publications critiques, vous savez qu'il y a des limites aux outils que vous apprenez. Alors à chaque fois, vous faites des petits disclaimers, vous faites des petites lettres, vous faites des ouvertures, mais en fait, finalement, le cadre théorique que vous mobilisez, c'est quelque chose qui est quand même en contradiction avec la plupart des discours, notamment tenus par le GIEC ou des gens qui s'intéressent aux questions environnementales. Et donc les étudiants sont plongés un peu dans cette contradiction-là. Pourtant, il y a des solutions, il y a donc le pluralisme, une ouverture notamment disciplinaire, apprendre de l'histoire de la pensée économique, de l'histoire des faits, mais aussi il y a d'autres courants de pensée. D'ailleurs, la deuxième schizophrénie dans laquelle doivent être plongés beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils ont des cours d'économie, mais en même temps, ils voient des économistes très charismatiques comme Kate Raworth en Angleterre ou Timothée Paré qui vont leur parler de décroissance et qui vont sortir des livres qui se vendent bien en librairie et qui vont complètement à l'encontre de tout ce qu'ils apprennent. Et donc ça doit être aussi une deuxième schizophrénie, parce que ces courants-là de pensée qu'on peut rattacher à l'économie écologique ne sont pas du tout représentés dans le champ universitaire, mais font leur petite percée justement dans le débat médiatique. Et donc pour caractériser un peu ce qu'est l'économie écologique, je vous invite à découvrir ça sur le site Exploring Economics, qui est géré par Rethinking Economics. C'est un courant de pensée avec une des figures de proue, pour figure de proue, Herman Daly, qui nous a quittés il y a peu, qui est à la base est économiste justement, et qui pense que pour traiter les questions environnementales, il faut refonder l'économie et partir d'une toute autre perspective. Par exemple, la question de base qui se pose, c'est pas quelle est l'allocation la plus efficace des ressources, c'est quelle est la taille optimale de l'économie. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, comment avec une formation d'économiste mainstream, on peut se poser ce genre de questions? Comment on peut vraiment partir des limites planétaires, de savoir qu'il y a une capacité de charge, et ensuite, compte tenu de cette capacité de charge, on va essayer de réfléchir comment justement on peut maximiser le bien-être. C'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on apprend en général. Et donc Herman Daly a publié par exemple un gros bouquin, mais qui se lit très bien, qui s'appelle Économie stationnaire, qui a été traduit par l'Institut Veblen. Et beaucoup
disons, beaucoup de contenus sur l'économie écologique sont disponibles sur Exploring Economics. Et voilà, je vous invite à consulter ces auteurs qui sont particulièrement intéressants. Et nous, à Veblen, on est aussi engagés à soutenir les étudiants, les chercheurs et les organisations, parce que les ONG sont très intéressées aussi par ces débats-là, pour promouvoir justement le pluralisme. On fait un prix des mémoires et on travaille beaucoup avec Rethinking Economics. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Alac. Merci à nos 4 panélistes pour ces très riches interventions. Nous allons maintenant passer à un petit moment d'échange au sein du panel dans lequel j'insérerai des questions du public. Merci à celles et ceux qui ont envoyé leurs questions. Je débuterai par une question qui est peut-être à laquelle il est très dur de répondre en peu de temps, mais c'est ce à quoi je vais vous inviter. C'est que quand je vous entends, vous avez tous envie que les cursus en économie évoluent, et comme c'est vraiment la question qui nous intéresse, très rapidement, quel serait le cursus en économie dont vous rêveriez? Quel serait celui qui, pensez-vous, serait le plus pertinent à tous égards? Je vous propose de procéder dans l'ordre du panel. Monsieur Hébert, parce que je vous inspire. Oui, alors merci pour la question qui est vraiment particulièrement compliquée. Moi, j'ai démarré en disant, je n'avais pas forcément les idées très claires là-dessus. Je vais peut-être reprendre ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est la question que vous posez, c'est-à-dire quel est le bon paramétrage à cursus. Qu'il faille enseigner la théorie dite standard, je ne sais pas s'il faut l'appeler néoclassique ou autre, dans les cursus, ça me paraît incontournable. Alors, quand est-ce qu'on doit le faire, comment on doit le faire, ça c'est un vaste sujet. On doit prendre en compte aussi, là si on discute effectivement plutôt de ce qui va se passer au niveau de l'université, ce qui se passe en amont du côté du lycée avec des programmes de SES qui sont finalement assez alignés sur ce qui va déboucher ensuite à l'université. Et donc c'est compliqué parce qu'il y a aussi une question de maturité des étudiants. La question n'est pas seulement du côté de l'offre, mais aussi de la demande, si je peux dire, parce que la question, c'est qu'est-ce que les étudiants sont capables d'absorber ou pas par rapport au recul d'un certain nombre de choses qu'on leur raconte. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas démarrer par quelque chose? Est-ce que ce quelque chose doit être présentation classique, standard, etc., des outils, de la microéconomie, puis de la macroéconomie, qu'il faut ensuite savoir discuter, prendre du recul? C'est très, très compliqué à faire. Mon expérience d'enseignement montre que les étudiants sont parfois pas très réceptifs à ce pluralisme de... Voilà, ils ont besoin, ou en tout cas, ils ont envie d'une boîte à outils à peu près monolithique, ou en tout cas certains d'entre eux. Donc c'est pas si évident que ça de dire dès le départ, je veux dire qu'ensuite il y ait évidemment des discussions, des ouvertures et un recul nécessaire sur ce qu'ils ont appris. Ça me paraît tout à fait fondamental, et c'est un point faible sans aucun doute des cursus en économie. Mais à quel moment on introduit ces discussions et ces débats? J'avoue que je n'ai pas de certitude de ce point de vue-là. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, je vais peut-être passer... C'est moi qui interviens en deuxième? Oui, bon, je veux bien dire quelque chose, mais je vais prendre le risque de me répéter, parce que finalement, j'ai décliné le pluralisme en 5 conditions. Et au fond, ces 5 conditions incarnent en soi un programme qui pourrait nourrir une licence d'économie-gestion qui serait équilibrée, ou une licence qu'on pourrait appeler sciences sociales aussi, équilibrée, c'est-à-dire un pluralisme, une cohabitation équilibrée de différents courants de pensée, en montrant que tout courant de pensée, finalement, comporte des formes d'idéologie, et quel qu'il soit. Et donc, admettre un pluralisme dans les paradigmes, admettre aussi une entrée par les thématiques, c'est-à-dire que ça se fait dans certaines universités. Vous prenez un objet et puis vous le faites traverser par différents paradigmes, voire par différentes sciences sociales. Le développement vu par l'anthropologie, le développement vu par la socio-économie ou par l'économie politique institutionnaliste, ou le développement vu par l'économie mainstream. Voilà, ça permet aussi de déguiser un petit peu le regard des étudiants à partir d'un objet particulier, d'une pluralité d'objets. Et puis,
montrer aussi qu'un dialogue pluridisciplinaire est possible. Au fond moi, le cursus idéal, je le vois bien dans ce qui était feu le cursus des SES au lycée avant les grandes réformes de ces 10 dernières années. Voilà ce qui serait très, très heuristique pour permettre aux étudiants à la fois d'être très bien formés en tant que futurs économistes peut-être. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui font des études d'économie et qui finissent économistes. Il y en a quand même très très peu. Mais de leur permettre aussi d'aiguiser un regard de citoyen quant au monde tel qu'il va et d'être en capacité de nourrir aussi des formes de critique par rapport au monde tel qu'il va. Et puis donc, pluralisme dans les méthodes. Je trouve que je suis comme Arthur assez sidérée de voir que les méthodes d'enquête qualitative ne sont absolument pas enseignées dans les universités françaises en économie-gestion dès la licence, parce qu'évidemment, il y a des formes de tour de main à prendre pour faire de la bonne observation qualitative dans des bonnes conditions scientifiques, ce que tout étudiant des autres sciences sociales sait faire, sans parler des archives comme l'a évoqué Arthur. Et puis, des éléments de réflexivité. Et puis, c'est peut-être sur les éléments de réflexivité que mon cœur balance un peu, c'est-à-dire, je pense que sur la réflexivité, sur les cours d'histoire de la pensée économique, sur les cours d'épistémologie, en particulier l'épistémologie, si ça vient trop tôt dans le cursus, je pense qu'on perd un peu les étudiants et que peut-être qu'il faut d'abord leur montrer la diversité des possibles et ensuite peut-être monter un peu en généralité sur la question épistémique. Mais en tout cas, avoir des cours d'épistémologie me semble quand même une sorte de regard critique et de regard historique aussi sur la science telle qu'elle est devenue aujourd'hui, permet aussi de dénaturaliser un petit peu les outils d'observation et d'analyse du capitalisme aujourd'hui. Je vais compléter ce qu'a dit Florence, ce sur quoi je suis d'accord en tout point, donc je ne serai pas très long. Pour moi, une bonne formation en économie, en particulier en licence, c'est une formation qui permet de comprendre le monde économique et social, les problèmes économiques et sociaux. Et j'ai envie de dire, pour le dire simplement, pour comprendre l'économie, bien souvent, il vaut mieux lire Alternatives économiques que faire une licence d'économie. Personnellement, je le regrette et c'est pour ça que je pense qu'on doit enseigner l'économie autrement. Et pour ça, Florence l'a rappelé, on a la chance d'avoir un modèle qui est les sciences économiques et sociales à l'ancienne, pas tant telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui, puisqu'elles visent à s'inspirer de ce qui est fait majoritairement dans le supérieur, notamment les approches microéconomiques. Moi, je pense que c'est l'inverse qui devrait être fait. C'est-à-dire que les sciences économiques et sociales telles qu'on les faisait il y a encore peut-être 10 ou 20 ans en sciences économiques et sociales, et ça a marqué plusieurs générations de lycéens et de lycéennes, c'est de ça dont devraient s'inspirer les formations d'économie dans le supérieur. En particulier, moi j'insisterai sur un point, pour ne pas revenir sur l'ouverture théorique, disciplinaire, les pluralismes tels qu'ils ont été évoqués, je suis tout à fait d'accord, c'est l'approche par objet. Ce qu'on appelle, peut-être qu'il y a des collègues et des lycéens ou des lycéennes dans la salle à qui ça dit quelque chose, qu'on appelle aujourd'hui les regards croisés dans les programmes de sciences économiques et sociales, qui sont le parent pauvre des programmes, mais moi je pense que ça devrait être au centre, c'est-à-dire partir des objets, prendre un objet, les inégalités, l'environnement, la mondialisation, la consommation, et se poser des questions, partir de ce qui fait sens, de ce qui pose problème, de ce qui pose question, et ensuite se demander de quoi on a besoin pour y répondre. Et on verra que nécessairement, pour parler d'environnement, on a besoin de plus que de l'économie, et certainement plus que de l'économie mainstream. Pareil pour tout un tas d'objets, et je m'excuse par avance de faire un peu de la pub pour l'université dans laquelle Florence et moi nous sommes, mais nous avons lancé une licence de sciences économiques et sociales en septembre 2020 qui répond à ces critères-là avec des cours par objet, c'est-à-dire qu'à chaque semestre, nos étudiants vont avoir des cours sur un objet qui va être l'environnement, puis un autre qui va être les inégalités, puis un autre qui va être l'état social, puis un autre qui va être la mondialisation, avec des collègues de différentes disciplines, avec différents points de vue, dans une logique qui est pluraliste et pluridisciplinaire, puisque dans cette licence, il y a de l'économie, bien sûr, mais il y a aussi de la sociologie, de l'histoire et de la géographie. Et à mon sens, c'est ce type de formation qui permet le mieux de donner les outils, les connaissances pour saisir les enjeux économiques et sociaux du monde contemporain. Ça a beaucoup été dit, mais vraiment rappeler peut-être, je le dirais juste en d'autres termes, mais rappeler que en fait, l'économie, c'est quand même une discipline qui vise
à traiter des problèmes de la vraie vie. Et justement, on a un peu tendance à l'oublier. Même d'ailleurs, cette discussion portait beaucoup sur les débats théoriques, les débats entre auteurs, et ça pourrait laisser peut-être penser qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est surtout, on pourrait retirer de cette discussion qu'il faut enseigner d'autres auteurs. Et c'est vrai que ce serait un cauchemar en L1 d'apprendre l'économie standard et en même temps l'économie post-keynésienne à côté, vraiment 1h30 de l'un, 1h30 de l'autre. C'est plus vraiment partir d'un problème. Par exemple, pour l'économie écologique, le problème de la sobriété. Il y a certains domaines dans lesquels, quand vous faites des gains d'efficacité, par exemple, quand vous faites des ampoules basse consommation, a priori, vous ne vous éclairez pas plus. Du coup, c'est super, à l'échelle agrégée, des gains d'efficacité dans l'utilisation énergétique dans les ampoules font que, vu qu'a priori, on s'éclaire à peu près autant, ça baisse la consommation d'énergie. Les gains d'efficacité, par exemple dans les moteurs d'avion, ça a permis de démocratiser le tourisme via du trafic aérien. Enfin, le trafic aérien là, est en train d'exploser, c'est une vraie catastrophe écologique. Et quand on veut mettre en place, par exemple, des politiques de sobriété, il faut à la fois lier l'efficacité et mener une réflexion sur les usages. C'est en positionnant des problèmes comme ça à des étudiants, des problèmes très concrets, par exemple comment on fait en sorte que quand il y a du progrès technique dans l'utilisation des ressources, il n'y a pas un effet rebond, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas encore plus ces ressources in fine, c'est un problème économique. Et la théorie standard a des réponses là-dessus, l'économie écologique a des réponses là-dessus. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut introduire ces trucs-là. En plus, ça permet de mieux comprendre même la théorie standard. Souvent, on fait passer aussi des étudiants qui s'intéressent à l'enseignement de l'économie pour des antimaths. Alors c'est un peu marrant parce que c'est les premiers à sortir des chiffres sur ces questions-là, mais pas du tout. Et d'ailleurs, en tout cas, moi j'ai une grande expérience de gens un peu traumatisés par la microéconomie qui ont doublé leurs notes en lisant des critiques de la microéconomie parce qu'ils ont compris ce que c'était en fait. Ils ont compris l'univers que ça raconte, les hypothèses qui structurent ce courant de pensée. Et quand vous avez compris comment fonctionne la microéconomie, vous ne pouvez plus faire des résultats absurdes en déroulant votre modèle. Parce que vous vous dites, non, ça c'est quand même pas très cohérent. Et je veux aussi faire ce plaidoyer-là que les maths, les modèles, ils passeront encore mieux dans des formations pluralistes, à mon avis, parce que c'est en comprenant les limites de quelque chose, ou pourquoi il y a des controverses, ou pourquoi c'est en comprenant les limites d'un modèle qu'on le maîtrise vraiment. Merci, monsieur Alac. J'enchaînerai avec une question de la salle. Mais d'abord, quelqu'un pose une question intéressante qui est partir des objets ne crée-t-il pas d'inégalité entre les étudiants? J'inviterai peut-être à expliciter un petit peu ce qu'il entend par là, parce que je perçois une question qui a de l'intérêt, mais peut-être pour donner des pistes sur comment on pourrait approcher le problème. Mais il y a une autre question du public qui est, me semble-t-il, assez cruciale et qui rejoint beaucoup des questions que je voulais poser. C'est pourquoi cette telle domination du paradigme dit néoclassique ou mainstream, parce que ça pose la question de justement pourquoi pourquoi l'inertie institutionnelle s'est-elle dirigée vers ce paradigme-là? Est-ce que c'est dû au fait que la décision publique est assez friande de certaines conclusions de la théorie mainstream, ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose, une création d'une inertie, d'une grosse inertie? Voilà. Avez-vous des billes là-dessus peut-être, Madame Génicatrice? Il me semble que j'ai essayé en tout cas de répondre pas totalement aux intentions qu'il y avait derrière la domination du champ standard, qui peut renvoyer peut-être à un alignement d'intérêts économiques, mais en tout cas j'ai essayé d'identifier un certain nombre, enfin nous avons d'ailleurs en tant qu'association professionnelle essayé d'identifier un certain nombre de verrous qui ont fermé l'accession de la profession d'économiste aux économistes qui n'étaient pas du courant standard. Et donc parmi les verrous, je rappelle, il y avait l'agrégation du supérieur qui était un moment de concours qui cooptait d'une certaine manière des courants de pensée, puisque celui qui était nommé président du concours lui-même se constituait son propre jury. Et donc ça a été un premier moment de fermeture très forte. Un deuxième moment de fermeture, c'est le moment de la qualification qui est nécessaire pour accéder au poste de maître de conférence et au poste de professeur des universités. Et là, c'est un dysfonctionnement du Centre national des universités. Alors nous avons réussi dans les années 2014-2015 à monter une sorte de rapport de force, mais très politique malgré nous, pour essayer de reconstituer un petit peu ces forces vers un retour au pluralisme. Et ça a été quand même très compliqué, très énergivore, et nous n'avons pas réussi à faire créer une nouvelle section que nous souhaitions intituler Économie et Société, en considérant cette section économie et société n'aurait rien enlevé au reste de la section de sciences économiques, simplement aurait permis à celles et ceux qui le
souhaité de pouvoir développer de manière tranquille et sereine d'autres paradigmes que le paradigme standard ou standard étendu. Ça n'a pas été possible parce que nous avons fait face vraiment à une violence très forte et symbolique de la part du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, Jean Tirole pour ne pas le nommer, et qui a considéré que nous étions quand même l'antichambre de l'obscurantisme. Enfin, c'était des rapports de force qui sont aussi parfois extrêmement violents et qui montrent aussi la disqualification totale dont nous faisons l'objet. Et de ce point de vue-là, les effets symboliques de ces labels type prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, tu as parlé tout à l'heure de Nordhaus, ce qui est aussi un élément qui peut interroger sur ce qu'est devenu la science économique eu égard à la question écologique, et qui sont des éléments un petit peu de fermeture aux courants non standards. Et puis, les courants non standards, ce sont des courants réflexifs et critiques. Et donc évidemment, il y a sans doute un certain nombre, et je reviens sur le tout premier élément que j'évoquais, il y a sans doute un certain nombre d'intérêts à la fois intellectuels, de position dans le champ, mais aussi peut-être économiques, qui ont quand même pas tout à fait intérêt à ce que nous déployions de manière scientifique des travaux qui soient par trop critiques vis-à-vis du capitalisme tel qu'il va. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces explications qu'on peut mettre en avant pour éclairer la situation du champ, pour parler un peu comme les sociologues, du champ tel qu'il est aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres billes, peut-être, Monsieur Hébert, si vous avez... Non, mais je veux pas... je partage en partie, je comprends en partie l'intervention de Florence. Après, je prendrai quand même un peu de recul là-dessus et je ne sais pas jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire, pour moi, l'économie mainstream, d'abord, je ne sais pas exactement où elle s'arrête, où démarre véritablement l'hétérodoxie, si on veut l'appeler comme ça. Effectivement, là, vous avez fait référence successivement à Nordhaus ou à d'autres prix de la Banque de Suède. On pourrait aussi parler d'Elinor Ostrom. Est-ce que l'approche d'Ostrom, c'est du mainstream, c'est pas du mainstream? Moi, je sais pas trop. Or, c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé dans les cursus tout à fait standard et mainstream. Moi, c'est dans mon cours d'introduction à la microéconomie en première année. Alors après, mon questionnement, c'est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas, mais c'est vraiment une interrogation, une question d'ordre méthodologique au départ et de boîte à outils. Et donc, on sait très bien que c'est compliqué pour les étudiants de rentrer dans une discipline, d'en apprendre le jargon, la boîte à outils, etc. Et donc, faire quelque chose de réellement pluridisciplinaire est extrêmement ambitieux, en tout cas dès le démarrage, et voilà. Et donc j'ai pas forcément d'idée très arrêtée là-dessus. Mais concernant le pluralisme, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même dans le courant dit mainstream aujourd'hui des choses très diversifiées qui se produisent, y compris dans certaines revues telles que le Journal of Economic Behavior and Organization, qui publie des choses vraiment de nature très très diversifiée, y compris d'ailleurs dans la démarche méthodologique. Voilà, mais je ne veux pas du tout accaparer. Merci beaucoup. Julien. Et très rapidement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, là on parle beaucoup de la recherche et le champ dominant, travaillant beaucoup avec la société civile dans le cadre de mon travail à Veblen ou avec des pouvoirs publics, en fait les économistes mainstream sont très peu présents. Parce qu'ils n'ont pas souvent ils n'ont pas grand chose à dire, quoi. Il y a eu par exemple dans le cadre, oui c'est le CETA, dans le cadre de l'accord de commerce entre l'Union européenne et le Canada, donc le CETA qui a été très critiqué. On avait missionné justement des économistes pour travailler sur les impacts en termes d'emploi ou les impacts en termes les impacts aussi notamment sur l'agriculture ou les impacts écologiques de cet accord de commerce. Et par exemple, c'est quand même pas évident de demander à des économistes standards de statuer sur l'effet d'un accord de commerce en termes d'emploi quand justement vous avez un modèle d'équilibre général où le marché du travail est en concurrence pure et parfaite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la suprématie de l'économie standard dans le champ de la recherche, et que en fait, quand vous essayez de travailler sur des lois, de réfléchir avec des députés,
de réfléchir avec des gens dans des ministères, de réfléchir avec des ONG. Les travaux des économistes standards, bon, ils sont un peu en toile de fond, mais ils sont assez peu présents, même en termes d'économie de l'environnement. Une fois qu'on a dépassé le plaidoyer pour la taxe carbone, certes, mais on n'arrive pas à la mettre en place, donc et en fait, on va piocher ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, Elinor Ostrom, elle est politiste, justement. En fait, on se nourrit, c'est bizarre, mais on se nourrit de travaux de toutes les autres disciplines, sauf des économistes. Quand on travaille justement dans le plaidoyer, quand on travaille enfin, je veux dire, pas dans la vraie vie parce que c'est péjoratif, mais c'est étonnant en tout cas de regarder cette différence qu'a une suprématie dans la recherche, mais dans le monde de l'action politique, moins qu'on le pense, justement. Oui, même si ça fait un peu mal. Je peux rajouter quelque chose pour dialoguer, rester en dialogue avec Nicolas. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que souvent, ce sont les économistes standards qui nous opposent l'idée qu'on ne sait pas ce que c'est que l'hétérodoxie. Mais je peux vous assurer que quand on siège au Centre national des universités pour savoir si on va être qualifié ou pas, pour ne pas donner une qualification, ils savent très très bien qui n'est pas de leur champ. Hein. Et donc eux, ils identifient très bien l'hétérodoxie, même si ils considèrent qu'il n'y a pas d'hétérodoxie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au fond, pour être plus positif et plus constructif quand même, les questions se posent par exemple de savoir jusqu'où on peut aller dans un retour réflexif aux institutions premières qui guident le capitalisme. C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y a une légitimité à réfléchir à la question de la propriété privée, à réfléchir à la question de la gestion des communs? Alors c'est Ostrom qui me faisait penser à ça évidemment. Est-ce qu'il y a une légitimité à penser l'entreprise autrement que comme un point, à penser l'entreprise comme une institution, comme un espace juridique, social et politique? Est-ce qu'il y a une possibilité de penser la monnaie pas simplement comme une marchandise comme les autres et donc comme un espace lui aussi politique? Voilà, ce sont des questions finalement qui sont aussi des questions absolument théoriques et puis et vastes hein, et qui nécessitent sans doute, je suis d'accord, une très très grande épaisseur dans le rapport aux autres sciences sociales, sociologie, sciences politiques et économie évidemment, dans sa pluralité. Hein. Moi je suis ravie qu'il y ait de l'économie mainstream, hein, ça me permet aussi de pouvoir faire de l'économie critique vis-à-vis de l'économie mainstream, donc non, mais de nourrir de la réflexivité par rapport aux pratiques, par exemple vis-à-vis des outils quantitatifs de la comptabilité nationale tels qu'ils sont utilisés. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que faire simplement de l'économie une boîte à outils me semble vraiment extrêmement réducteur par rapport à une pratique de l'économie qui essaye d'analyser le monde contemporain tel qu'il est et de le comprendre avant de vouloir agir sur lui, de le comprendre. Et c'est peut-être ça qui distingue aussi une forme de science économique comme une science de l'ingénieur ou une science du plombier comme le dit Esther Duflo, ou une science de la compréhension. Essayer déjà de comprendre ce qui nous arrive, c'est déjà, à mon avis, une carrière en soi. Merci beaucoup pour ces éléments supplémentaires. Alors, il y a deux questions qui me semblent très intéressantes que le public vient de poser. Donc, cette question sur les inégalités entre étudiants du fait de l'enseignement par objet, la personne qui a posé la question suggère que peut-être des étudiants, du fait d'accès à des capitaux culturels différents, seraient peut-être moins à l'aise avec des approches par objet. Peut-être, je ne sais pas, Arthur Jatteau, peut-être, si vous avez une expérience là-dedans, des billes. Oui, alors moi je dirais plutôt la chose inverse, hein, c'est-à-dire que je pense qu'on est moins à l'aise quand on débarque dans un cours de microéconomie 1 à faire de la maximisation d'utilité sous contrainte du consommateur, que quand on pose des questions du type d'où viennent les inégalités, pourquoi il y a du chômage, quelle forme pourrait prendre la transition écologique. Ça, c'est des questions qui, je pense, font sens, et ils font sens, mais pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi pour les lycéennes et les lycéens. Vraiment, je rappelle que on a l'expérience de plusieurs décennies d'enseignement de sciences économiques et sociales au lycée. C'est une approche pluridisciplinaire et par objet, ça fonctionnait très bien auprès d'élèves qui étaient plus jeunes que nos étudiants, moins matures. Donc je pense vraiment que ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai fait des études d'économie dans des endroits réputés très prestigieux. J'ai fait un master d'économie à l'école d'économie de Paris. J'ai fait, pendant mon master 1, qui était un master 1 d'économie, j'ai eu l'impression de faire que des maths pendant un an. Et quand je m'en suis plaint, on m'a dit non, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre l'année prochaine pourquoi on fait ça. J'arrive en M2 et on me dit non, mais tu vas comprendre. Je dis oui, mais après c'est fini. Donc moi, j'aurais bien aimé comprendre plus tôt. Donc ça, c'est un faux problème. On peut commencer très tôt à faire
de la pluridisciplinarité. On peut commencer très tôt à faire du pluralisme théorique, pour peu que ça fasse sens pour celles et ceux qu'on a en face de nous. Et ça, je pense que... Alors, par contre, là où je suis d'accord, c'est que c'est plus dur à faire. C'est plus dur à faire parce que ça suppose de se frotter à des bagages théoriques variés, à des bagages disciplinaires variés, et c'est beaucoup plus facile de faire un cours monothéorique ou monodisciplinaire, ou de construire une maquette monodisciplinaire, que d'essayer d'avoir du pluralisme. C'est plus dur, c'est moins confortable pour nous, mais je pense que c'est plus stimulant pour les étudiantes et les étudiants. Enfin, moi, je suis d'accord évidemment sur le propos d'Arthur Jatteau, mais dans le même temps, moi, je comprends la question qui est posée. J'ai quand même ce sentiment qu'effectivement, il y a quand même des capitaux sociaux différents et qu'il y a des formes de culture générale qui sont précisément peut-être moins acquises aujourd'hui au lycée du fait de la transformation de l'offre de formation au lycée, et qui fait qu'on peut identifier, enfin moi je le vois dans les cours de licence dans lesquels j'enseigne, des écarts, des inégalités peut-être d'accès, parce qu'il n'y a pas toujours un minimum de culture générale, même si on essaye de partir d'objets, parce que tout ne peut pas partir de la pratique en tant que citoyen. Il y a l'objet de l'entreprise, la question de la marchandise, la question de la monnaie, enfin toutes ces questions-là nécessitent quand même aussi des montées un peu en généralité et qui sont parfois plus faciles d'accès pour certains que pour d'autres. Mais je voudrais insister sur... Donc je n'ai pas totalement la réponse à cela, si ce n'est que si le lycée était une belle propédeutique aujourd'hui, ça permettrait de lisser une partie des inégalités en capital social, même si on sait qu'on ne les élimine jamais, évidemment. Et puis, mais j'insiste sur un point, c'est-à-dire qu'on peut avoir une belle rhétorique commune autour de quelle serait une très bonne licence d'économie-gestion avec voilà, pluraliste, etc. Si on n'a pas les ressources humaines et les ressources en enseignants-chercheurs qui sont capables d'enseigner cela, ça ne sert plus à rien de réfléchir. Enfin, on est sur une utopie qui ne peut plus se produire, et donc il faut aussi que concomitamment à cette réflexion sur cette offre, on réfléchisse aussi aux ressources en termes de qualification de maître de conférence et de professeur, c'est-à-dire aux conditions qui permettent le recrutement de personnes qui soient en capacité précisément, elles aussi, pas simplement aux étudiants, mais aussi aux enseignants, d'être sur ces postures un peu plurielles. Merci beaucoup. Alors, il y a une question du... Oui, bien sûr, bien sûr. Désolé, très rapidement, je trouvais ça intéressant parce que j'ai déjà rencontré des gens qui ont fait une licence par objet. C'était un cursus entre Paris 7 et Paris 13, et d'ailleurs c'était une double licence. Donc c'est un vrai, en vrai c'est un vrai sujet, et c'est ce que disait Florence. S'il n'y a pas de moyens, c'est vrai qu'en l'état, c'est sûrement des étudiants qui ont déjà un avis sur tout, parce qu'ils ont des parents qui ont un avis sur tout, qui vont pouvoir aborder ces questions-là, et peut-être la posture un peu de déconstruire la monnaie, l'État, l'entreprise, ça demande de se sentir suffisamment légitime pour poser ces questions-là, et c'est sûrement une posture qui est propre à certaines classes sociales. D'ailleurs, c'est quand même pas très étonnant que des mouvements comme PEPS, enfin les mouvements de contestation de l'enseignement de l'économie, étrangement, ces gens qui ont fait l'ENS, c'est au minimum quelqu'un qui a fait une fac parisienne, quoi. Et c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre pour un éveil écologique. Pareil, c'est des gens qui ont fait les grandes écoles, donc c'est des gens qui se sont dit que eux c'était légitime, peut-être qui critiquent, qui se sentent légitimes de porter cette critique-là. Et c'est un vrai problème, et c'est pour ça que la question des moyens est indissociable. Et je trouve qu'il faut être honnête aussi sur les soubassements sociologiques de tous ces mouvements de critique-là, et que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Je me permets en fait de poser une dernière question, et on devra finir là-dessus, car nous devons rendre la salle, et ça se rejoint un petit peu à ce que vous mentionniez, Julien. C'est, au fond, si on propose une maquette pluraliste, est-ce qu'on ne va pas poser aux élèves des problèmes de débouchés? C'est-à-dire, est-ce que pour les élèves qui ne veulent pas être économistes, voire pas économistes, entre guillemets, pluralistes, est-ce que le monde est prêt, en fait, pour du pluralisme, à la fois dans le monde de l'entreprise et également pour la décision publique? Est-ce qu'elle est friande de ce que le pluralisme peut apporter, du moins en l'état actuel de ce qui se fait aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que ce ne sont pas des élèves, mais des étudiants. J'insiste.
Un statut d'étudiant, c'est pas être simplement être là pour être discipliné, mais c'est pour aussi gagner en connaissance et en citoyenneté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc le statut d'étudiant, un statut bien particulier. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je vais laisser la parole à mes collègues pour ajouter, parmi les faisceaux d'indices, c'est qu'on a pas mal d'économistes hétérodoxes qui, même dans l'enseignement supérieur, sont accueillis à bras ouverts dans les écoles de commerce, qui ont compris bien avant les autres que si on voulait avoir un propos analytique sur le monde tel qu'il va et non pas tel qu'il devrait être, eh bien recourir à ces formes d'économie un peu institutionnaliste fonctionnait assez bien. Pareil dans les sciences politiques. Pareil, voilà, dans ces cursus un petit peu divers. Voilà, c'était les premiers indices que je voulais évoquer. Je rebondirai là-dessus. Si vous regardez les étudiantes et les étudiants qui sont admises dans les plus grandes écoles de commerce, généralement ce sont des gens qui ont fait des prépas. Et si vous regardez les prépas écoles de commerce, c'est très pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, l'enseignement d'économie, qui s'appelle économie, sociologie, histoire, est un enseignement qui est assez historicisé, qui est assez ouvert aux sciences sociales. Et donc, on recrute dans ces écoles-là, on recrute des étudiantes et des étudiants qui ont suivi un cursus assez pluridisciplinaire. Après, je ne sais pas exactement en termes de cours et de connaissances qu'on transmet dans ces écoles-là. Par contre, je sais que dans les prépas, c'est cette vision-là qui est développée. Et moi, je crois fermement qu'on préférera toujours quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, des connaissances diverses et variées, des variétés de raisonnement, pas seulement un raisonnement, j'allais dire, microéconomique. On préférera ce genre de profil à ceux qui sont produits actuellement majoritairement par les licences d'économie-gestion. Oui, là, je vais être totalement en accord avec ce qui est dit. Et là, c'est plutôt le prof de l'Institut d'études politiques qui va parler. Où effectivement on a par construction, si je puis dire, un pluralisme dans les approches avec des cours d'histoire, de sciences politiques, de sociologie, de droit et d'économie. Et c'est la combinaison de tout ça qui forme effectivement intellectuellement nos étudiants et on le sent, on voit la différence. Moi qui interviens également dans les facultés d'économie, on peut voir cette différence-là et on peut voir là pour le coup effectivement le bienfait de cette ouverture et de la capacité de nos étudiants ensuite à avoir une vraie autonomie de pensée et du coup à s'insérer plutôt bien dans le monde du travail. Donc pour répondre à la question, oui, je pense qu'effectivement de ce point de vue-là, il y a une vraie demande de la part des étudiants eux-mêmes et plus globalement de la part de la société. Et si on prend par exemple un peu des disciplines reines en termes d'employabilité, donc toutes les disciplines de la gestion et qui correspondent un peu à ce qu'on apprend en école de commerce, quand vous faites des cours de management, vous passez votre temps à passer d'un modèle à un autre. Je veux dire, les cours de gestion que j'ai eus, on apprend la comptabilité générale française, ensuite anglaise. Quand on a des cours de management, on apprend plein de modèles, de stratégies. On fait que jongler entre des trucs en fait. Et justement, cette capacité, si on regarde des disciplines professionnalisantes entre guillemets, enfin, si on les compare à l'économie, c'est l'économie qui est une matière un peu bizarre parce que dans plein d'autres disciplines, alors c'est des modèles peut-être moins complexes, on jongle entre plein de concepts. Et aussi, j'aimerais tout simplement retourner la question, à quoi ça sert d'avoir fait 2 ans de microéconomie? Vraiment, vous faites une licence d'éco-gestion, en L3, vous prendrez un parcours de gestion parce que ça ne vous intéresse pas l'économie. Ça vous a servi à quoi de faire des courbes qui se croisent? Vraiment, enfin, les limites, si vous allez en master d'économie, ça vous sert. Mais bon, on va être gentil. Mais vraiment, à la limite, la macro, ok. Mais vous voyez, ce truc, c'est du temps perdu, vraiment. Si c'est pas dans le cadre d'un cours par objet où on explique en quoi le modèle offre-demande résout des problèmes, c'est vraiment du temps perdu. Et moi, j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie à faire des exercices de microéconomie. Donc voilà, c'est aussi, on peut retourner la question aux économistes. Il nous reste 2 minutes pour une question bonus qui a été posée en début de séance et à laquelle je trouvais qu'il était dommage de ne pas répondre. Peut-être plus directement Arthur Jatouet et Florence Indicatrice. Avez-vous des données sur les cursus en économie en dehors de France? C'est-à-dire que la personne posait, est-ce qu'en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays, est-ce qu'on est plus pluraliste? Alors, il se trouve que j'ai... C'est pas Florence Indicatrice, Oui, pardon. C'est ça.
on nous confond parfois. J'ai fait partie d'un collectif étudiant PEPS économique que Florence a évoqué, et on a créé avec d'autres collectifs étudiants il y a plusieurs années maintenant un collectif international d'étudiants pour changer la façon qu'on a de recevoir les cours d'économie. Et on avait, avec PEPS, fait une première étude il y a une dizaine d'années sur les licences d'économie-gestion qu'on a reproduit et amplifié aujourd'hui. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et il se trouve que cette cartographie a été répliquée dans 13 autres pays européens et enfin en fait mondiaux, puisqu'il y en a aussi en Amérique du Sud. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des différences, mais le cœur des formations en économie au niveau licence, autour de la microéconomie, macroéconomie et maths, est extrêmement fort. On trouve, il y a des endroits où on fait beaucoup de gestion, d'autres où on fait moins de gestion. On fait toujours assez peu de réflexivité, on fait plus ou moins d'ouverture, mais toujours assez peu. Mais le noyau dur, c'est ça, c'est micro, macro, maths, et c'est du coup des cursus en économie qui sont très standardisés au niveau international. Alors c'est 14 pays, il y en a beaucoup plus dans le monde, mais on a plusieurs pays européens, on a plusieurs pays d'Amérique du Sud, donc ça donne une image, et à chaque fois on a recensé tous les cours de toutes les licences d'économie de chaque pays, donc c'est quand même quelque chose d'assez solide qui donne des ordres de grandeur assez stables, et d'ailleurs il y a un article que j'ai coécrit qui va sortir là-dessus avec les résultats dans quelques mois dans l'International Journal of Pluralism in Economics Education. Donc en 2023, on aura les résultats précis, mais dont je vous ai donné les grandes lignes. Bien, merci beaucoup. Nous allons devoir rendre la salle. Merci à nos 4 panélistes. Merci à l'attention du public. Et je terminerai par transmettre les remerciements des profs d'SES dans la salle pour l'hommage que vous leur avez rendu. Voilà. Qui me l'ont transmis par SMS. Merci.